Bonjour à tous. Hier soir, les sénateurs ont débattu de la Corse et de la réforme territoriale à l'initiative du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche. Hier, les orateurs des différents groupes se sont aussi bien exprimés sur les questions institutionnelles que constitutionnelles, sur le développement économique, sur le logement ou encore sur la spéculation foncière sur l'île de Beauté. Et il y a une question qui a traversé l'intégralité du débat, c'est la République une et indivisible est-elle compatible avec la diversité de ces territoires? Je rappelle que ce débat devait se dérouler juste avant l'examen au Sénat de la première partie de la réforme territoriale. Ce devait être aujourd'hui l'examen de la carte des nouvelles régions. Une réforme pour l'instant ajournée au Sénat et suspendue à la décision du Conseil constitutionnel. Tout de suite donc, retour à ce débat. C'était hier soir au Sénat. On commence par l'allocution de Nicolas Alfonsi, sénateur RDSE et élu de Corse. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la Corse et la réforme territoriale. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. J'appelle donc Nicolas Alfonsi pour le groupe RDSE. Mon cher collègue, vous avez la parole. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, mes premiers mots seront pour me réjouir, comme l'ensemble de la communauté nationale, pour ce beau succès encore de nouveau de la France, et qui est l'expression d'une solidarité que nous souhaitons, solidarité étendre à beaucoup d'autres domaines. Je voudrais également remercier Monsieur le Ministre d'avoir bien voulu accepter ce débat dont je dois dire que est-il encore sans objet ou bien mérite-t-il encore d'être étudié parce que nous étions convenus d'un débat à la fin mai, je pense qu'il faut le savoir. Votre voyage en Corse ne pouvait pas permettre de déflorer ce que vous alliez dire et que par conséquent nous l'avons repoussé. Vous avez apporté un certain nombre de clarifications nécessaires sur la situation de l'île. Vous avez en même temps laissé planer quelques clairs-obscurs, quelques zones d'ombre. Je pense qu'il sera peut-être nécessaire que vous précisiez dans ce domaine votre pensée. Il s'agit en effet d'un débat sur l'organisation territoriale de la Corse. Dans notre esprit, il s'agissait au départ d'évoquer tous les problèmes de la Corse. Je ne pourrais donc les évoquer que d'une manière extrêmement cursive. Et je crois que l'essentiel pour bien comprendre le débat qui s'impose aujourd'hui à nous, c'est d'avoir à l'esprit deux données fondamentales, que j'estime personnellement fondamentales. La première, c'est qu'existe une revendication permanente d'une légitimité corse, d'une légitimité de l'Assemblée de Corse, des élus de la Corse, qui est une pseudo-légitimité, bien entendu, puisque en invoquant en permanence ce droit à déposer des motions, à invoquer des droits qui ne relèvent pas de la compétence normale d'une institution, il tombe sous le sens que le débat, c'est toujours extrêmement difficile à ce stade-là. La deuxième donnée, c'est ce sentiment permanent qu'on a en Corse de la différence. J'allais caricaturer ma pensée, mais d'une certaine façon, il suffirait que la République devienne un État fédéral pour qu'on soit obligé de demander l'indépendance au nom toujours de cette différence. Bien. Ce qui signifie que, il faut le répéter, tant que vous ne vous imprégnez pas l'État de cet état d'esprit
permanent de revendication tout à la fois d'une légitimité et d'une différence, il tombe dans le sens que le dialogue devient un dialogue extrêmement difficile. Alors, je vais très vite. 4 ans d'engagement, 4 ans de... si l'on fait le retour en arrière, il y a une sorte de fatalité décennale. 82, réforme, 92, les années 92, 2002, 2012. Il se trouve que l'Assemblée de Corse a été élue à gauche en 2010 et que depuis 2010, il ne s'écoule pas un mois sans qu'en permanence on se remette sur le chantier de la réforme institutionnelle ou constitutionnelle, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et que ce débat récurrent, bien entendu, vient de s'achever par les 3 délibérations que vous connaissez, Monsieur le Ministre. La co-officialité, je l'évacue d'un trait. Vous avez dit à Ajaccio ce que nous attendions, n'en parlons plus, sauf que pour ce qui me concerne, je serai toujours partisan et éventuellement j'accepterai toujours la possibilité d'une revision constitutionnelle, la fameuse proposition 56 du président Hollande, qui concernerait toutes les régions, mais j'ai toujours manifesté mon opposition totale, comme vous d'ailleurs, opposition à des dispositions qui seraient exclusivement spécifiques à la société corse. Il suffit de lire en un mot les propos qui ont été tenus et la délibération qui concerne la société. Je lis le corse et le français en tant que langue officielle sur le territoire de la Corse peuvent être employés indistinctement dans les services, dans les partis, dans l'espace public. Arrêtons les frais, n'en parlons plus. Vous avez dit là des choses qu'il fallait dire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y revenir. Deuxième délibération. Nous actons ce que vous avez dit, la délibération sur le statut de résident. Je rappelle encore une fois que dans ce domaine, ne pourront acheter en Corse que des personnes qui ont 5 ans de résidence. Des personnes morales, il y aura donc des personnes physiques. Puis des personnes morales, vous avez insisté là-dessus. On sait ce qui pourrait se passer avec les personnes morales. Et puis j'ajoute que dans ces contorsions, dans ces contorsions permanentes pour tenter de trouver une place à ce que l'on appelle la diaspora, on a inventé un dispositif qui devrait, Monsieur le Ministre, vous réjouir. Parce que vous, finalement, vous pourrez acheter votre passage dans ce village corse qui vous a ramené à l'enfance, vous donne un droit parce qu'il y a quelque part dans le texte, si on trouve dans votre caractère le centre des intérêts moraux et matériels qui se situerait dans une commune de Corse, vous pourrez acheter. Mais vous imaginez l'imbroglio juridique dans lequel on rentrerait dans ces situations surréalistes qu'on tente de nous imposer. Donc, encore une fois, de ce côté-là, je dirais que j'ai trop de respect pour mes élus pour parler de sottises quand on lit des histoires pareilles. Voilà, je crois que les élus ont déposé un texte, il a été voté, mais j'observe en même temps que ce texte a été voté avec une majorité descendante, parce qu'il n'y a plus que 29 personnes sur 29 personnes qui ont voté pour et 19 qui ont voté contre. J'en viens, je crois, au troisième problème qui me paraît le plus fondamental. Et là, je dois dire que je n'ai pas réussi à décrypter votre texte lu, et c'est un texte lu de votre part, bien entendu, c'est très important parce que chaque mot pèse, quand vous évoquez le problème de la réforme constitutionnelle. J'y viens. Une délibération, droite et gauche confondues, a été votée pour solliciter l'introduction dans l'article 72.5, un article supplémentaire du mot corse. Je ne dis pas que cela relève du fétichisme, mais une droite et gauche confondues ont voté cette délibération. C'est bien entendu l'auberge espagnole, car pour les nationalistes et pour une partie de la gauche, bien entendu, il faut introduire le statut de résident qui n'est pas constitutionnel. Et pour la droite, il s'agit d'introduire le droit de chasse et le droit de pêche. Ce qui veut dire que
cela ne peut pas prospérer. Mais il y a une cause à cela. La cause, c'est le FLNC. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le texte de la délibération, vous disiez que l'Assemblée demande de vouloir engager à cette fin, sur la base du rapport, etc., une discussion approfondie avec les élus de la Corse, la proposition de la création d'un article 72.5. Voilà, ça c'est le contenu de la délibération. Une discussion avec les élus de la Corse. Mais c'est ce que dit le FLNC. On supprime le mot négociation avec les élus de la Corse, c'est une question de sémantique. Et on ajoute, on dit simplement une discussion approfondie. Pourquoi? Parce que dans sa dernière déclaration, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas m'épuiser parce que je ne me suis jamais épuisé pour discuter avec l'organisation ou commenter les propos de l'organisation clandestine. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que le FLNC demande aux élus insulaires, je le cite, l'instauration d'un nouveau statut négocié avec l'État français. Voilà, tout est dit. Vous avez une délibération de l'Assemblée de Corse qui demande une discussion avec l'État pour la réforme constitutionnelle, et vous avez en même temps le FLNC qui dit exactement la même chose. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, je dis bien depuis 10 ans, tout le débat a porté sur quoi? Il a simplement porté sur le souci que les nationalistes, modérés, pas modérés, ne rentrons pas dans ce genre de distinction, elles me dépassent, que les nationalistes ont toujours eu le souci de discuter sur un pied d'égalité avec l'État. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que, autant en Nouvelle-Calédonie, vous avez l'article 88 qui égrène, qui liste tous les objets et toutes les compétences, ce qui ne pose plus de problème constitutionnel, puisque l'article 88 approuve les accords de Nouméa et de Matignon avec l'énumération de toutes les compétences transférées. Ici, vous êtes dans la situation où on ne peut pas faire le saut, puisque les rapports de force étant ce qu'ils sont, on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas faire le saut, mais on est obligé, et vous êtes obligé de donner acte du fait que la volonté souterraine, constante, dans la durée, c'est bien celle-là, établir des rapports d'égalité entre les rapports de la fameuse légitimité dont je parlais, entre les élus de la Corse et l'État. Alors, vous nous dites, l'histoire de la Corse en insularité, vous faites allusion à l'inscription de la Corse dans la Constitution, vous avez demandé l'inscription de la Corse dans la Constitution, je vous cite, l'histoire de la Corse en insularité, son identité, peuvent naturellement justifier cette aspiration à la singularité institutionnelle. Institutionnelle ou constitutionnelle, Monsieur le ministre? C'est tout le débat. Voilà, nous sommes là au cœur du dispositif. Parce que j'attends encore qu'on nous donne une réponse. J'avais demandé au président Hollande, puisque pendant 4 ans, on a en permanence évoqué ce problème, qu'il serait peut-être temps que l'État, au lieu d'invoquer toujours l'absence d'une majorité au Congrès pour provoquer le vote d'un amendement constitutionnel, il était peut-être temps qu'à un moment donné, le président de la République ait lui-même une opinion sur le fond et nous dise s'il était pour ou s'il était contre. Et quand je lis que cette aspiration à la singularité institutionnelle, le gouvernement sera attentif aux propositions dont vous le saisirez, et j'observe que le dialogue est engagé dans cette perspective. Ces discussions sont sans tabou. Notre Constitution admet le droit à l'expérimentation des territoires de la République. Sans blague, mais lesquels, les territoires de la République? Quand vous avez l'article 72, il dit qu'il peut y avoir des expérimentations, à titre qu'on peut prendre des initiatives pour sortir du cadre, mais c'est dans un cadre extrêmement restreint. Là, nous sommes sortis du dispositif qui permet l'expérimentation pour entrer dans le cadre, encore une fois, constitutionnel. Parlons clairement, le vrai débat qui existe entre nous, c'est le dernier d'ailleurs, c'est celui que je viens d'évoquer. Et je crois qu'il serait peut-être nécessaire que sur ce point, toute la lumière soit faite. En un mot, oui ou non, pouvez-vous un seul instant envisager qu'il puisse y avoir, à la demande des élus de la Corse qui se situeraient sur un pied d'égalité avec l'État,
qu'il puisse envisager une réforme de la Constitution à l'article 72. L'article 72.5, j'allais dire nouveau, entre guillemets, ne changerait strictement rien au problème du principe d'égalité devant la loi, du préambule, j'en passe, des principes fondamentaux qui sont invoqués régulièrement par le Conseil constitutionnel. Mais la difficulté qui pourrait se présenter si on s'inscrit dans la longue durée, c'est que si cet article était adopté, eh bien on se retrouverait ensuite dans une situation inextricable et on vous demanderait d'aller vers d'autres dispositions constitutionnelles qui nous éloigneraient encore un peu plus de la République. Voilà. Donc, il y a là un vrai débat. Je ne vais pas plus loin, je m'arrête, mais je crois que c'est un vrai problème qui nous interpelle et auquel il faudrait peut-être, à un moment donné, au bout de 4 ans de palabres, de débats mensuels sur ce thème, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire en Corse que après avoir invoqué 20 juristes, 4 juristes, Guy Carcassonne, des comités de tous les côtés, payer des études, etc. Nous arrivons maintenant au bout du chemin. Il faut simplement que l'on arrive à la situation. Et si je vous ai dit que, si j'ai commencé par dire ce que je ne veux pas, c'est Victor Hugo qui évoquait dans un discours d'enseignement, je commencerai par dire ce que je veux. Moi, j'ai dit, je commencerai par dire ce que je ne veux pas. Bon. Puis maintenant, je peux dire ce que je veux. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que dans le cadre de la réforme territoriale, n'ayant jamais été opposé un seul instant à toute adaptation institutionnelle, cette fois, du statut de la Corse, je pense qu'il y a là un vrai débat que nous devons engager ensemble. Je sais bien que la collectivité territoriale a apporté des amendements à la marge au texte, à l'article 13, je crois, au texte, la Commission s'est prononcée sur ce point, au texte qui est présenté par Madame Lebranchi sur la réforme territoriale, des modifications à la marge, on peut donner un accord, on peut en parler, mais tout ça est marginal. Le vrai problème qui se pose, c'est de s'interroger sur un certain nombre de problèmes de fond qui nous interpellent. Je vois que le temps passe. Madame la Présidente, ayez la gentillesse de m'accorder 5 minutes. Non, je vois que le temps passe et je crois qu'il faut s'interroger. Je voudrais faire 2 ou 3 observations dans un débat sur lequel je suis prêt personnellement à apporter mon concours, bien entendu, parce que je crois qu'il faut probablement modifier sur certains aspects le texte qui nous régit actuellement. Les 2 observations les plus importantes que je voudrais faire concernent le régime électoral. Je me suis épuisé à obtenir du Congrès, dans un amendement constitutionnel, le concept de statut particulier. Le gouvernement Raffarin avait bien voulu accepter, chose rare, à Versailles, avait bien voulu accepter le souci que j'avais d'accrocher la Corse bénéficiant d'un statut particulier à un article constitutionnel qui, au demeurant, actuellement fait des petits, pardonnez-moi, ailleurs, puisque le Grand Lyon, maintenant, s'accroche à ce statut particulier. Mais la deuxième réforme que j'ai obtenue a été trop juste, trop étriquée. J'avais obtenu du Sénat, et je lui en sais gré, que l'on passe dans la prime accordée à la liste qui arrive en tête, je pense au régime électoral, une des causes d'ailleurs de désordre actuel des esprits me paraît venir du fait qu'il n'y a pas de majorité. J'avais donc indiqué qu'il fallait augmenter la prime, mais j'ai joué trop petit bras, si j'ose m'exprimer. C'était un peu juste. Et la prime en Corse actuellement a été portée à 9 ou à 10, c'est-à-dire à 17%, au lieu de 25% selon le régime général. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous sommes dans un régime d'inégalité, parce que les Corses devraient avoir droit, eux aussi, avec la prime, à un dispositif électoral qui les met sur un pied d'égalité avec une prime au moins à 25%, de manière à pouvoir gouverner. Et cela n'est pas possible aujourd'hui, ce qui crée des situations extrêmement difficiles quand il s'agit d'avoir des majorités. Vous connaissez la suite mieux que moi pour savoir tout ce qui peut se passer en termes d'accords qui ne sont pas généralement respectés. Ceci est le premier point. Donc, respect du principe d'égalité, droit des Corses à avoir un régime électoral identique au régime national, c'est-à-dire nécessité d'augmenter la prime. Deuxième observation,
la disparition des départements. J'ai toujours été fermement attaché aux départements. Je parle au passé composé. J'ai toujours été attaché aux départements. Je finis par m'interroger. J'ai toujours pensé que dans une collectivité comme la Corse, qui dispose actuellement entre les trois budgets des trois plus grosses collectivités environ d'un budget ou de budget de 1,2 milliard d'euros ou 1 milliard d'euros, ce qui est considérable, j'ai toujours pensé qu'il fallait éviter la recentralisation. Et que si, mon Dieu, on faisait des bêtises dans un département ou une gestion médiocre, elle pouvait peut-être être compensée par des esprits vertueux dans d'autres collectivités. Et par conséquent, il faut que le pouvoir divise le pouvoir, selon la formule célèbre. Donc je pensais qu'il fallait diviser le pouvoir. Mais à l'expérience, je me rends compte que plus rien n'est évident. Et aujourd'hui, je pense qu'une réflexion devrait être faite sur ce point. La seule question qui vaille, et je termine sur ce point, sur cette affaire, sur cette réforme, la seule question qui vaille, c'est simplement de savoir si cette réforme territoriale corse, appelons ça un nouveau statut, doit être faite à chaud, parce que pendant 4 ans, on a perdu du temps sur des problèmes qui n'existaient pas, en tout cas qui n'étaient pas l'objet d'une demande très forte de l'opinion, si cette demande doit être faite à chaud, ou bien donc s'insérer précipitamment dans la réforme territoriale telle qu'elle est engagée aujourd'hui, ou bien si on doit se donner le temps, puisque nous ne sommes pas concernés par la réforme et la carte des territoires, nous ne sommes pas concernés par la carte, ou bien si on doit envisager d'y réfléchir plus longuement, de la faire à froid. Je sais que Madame le ministre vient vendredi en Corse, c'est une vraie question. Voilà globalement ce que je voulais dire. J'aurais pu parler longtemps. Nous avons parlé des impôts, n'en parlons plus. Vous connaissez la phrase célèbre, il y a à Naples des gens qui meurent de faim, à la moindre fumée du Vésuve, ils sont saisis d'angoisse, ils ont peur de mourir, d'être malheureux. Bon. La situation fiscale encore, c'est un peu la même chose. Bon, je pourrais parler de la loi littorale. Je pourrais dire tout le monde encore se pense protégé d'un patrimoine qu'il n'a pas. C'est bien connu. Là, je pourrais parler de la loi littorale, où vous êtes en permanence sous la pression des associations. Je préside le Conseil des rivages, je suis vice-président du Conservatoire depuis 40 ans. J'en suis la mémoire. On a acheté 200 kilomètres de côte. Personne n'en a jamais parlé. Mais dès qu'il y a un élu quelconque qui veut élaborer un plus, bien entendu, les associations partent billes en tête. Et évidemment, Monsieur le Préfet connaît la question, mais que moi, il aura l'occasion de vous en parler. Voilà, je pourrais parler du PUI, m'interroger. Je termine, Madame la Présidente. Je pourrais m'interroger. Le PUI se termine dans 1 an. On l'a prolongé de 2 ans. Mais il n'y aura plus d'argent après. Que fait-on ? Que va être la situation économique quand on sait que les travaux publics seront amputés de 30% de leur activité? Voilà autant de questions qu'on pourrait se poser, on pourrait parler des heures. Je conclus, j'attends des réponses. Je ne doute pas qu'elles soient aussi claires que celles que vous avez livrées à Ajaccio lors de votre récent voyage. Elles nous permettront d'acter la position du gouvernement, vos réponses, au moment où s'engage la grande réforme territoriale. Demeure une interrogation. Les institutions dont l'île s'est dotée depuis 30 ans lui ont-elles permis de rentrer dans la modernité, de provoquer son propre autodéveloppement? Si les contours financiers massifs de l'État ont pu donner l'illusion que notre retard social, économique, culturel était comblé par rapport à la nation, trop de connivence, trop de complicité, trop de non-dits, trop de refus d'assumer n'ont pas permis à la société corse de se libérer d'elle-même. Tous les progrès réalisés, quel qu'en soit le domaine, tous les changements de comportement auront été accomplis par la société civile, à travers notamment la révolution informatique, et plus que par les autorités publiques. Au moment où s'engage une grande réforme territoriale, j'exprime le vœu qu'elle ne soit pas une occasion manquée pour la Corse, qui, vous le savez, Monsieur le ministre, mérite sans doute mieux que la mauvaise réputation dont on veut bien l'affliger. Je vous remercie. Merci, chers collègues.
Dans la suite du débat, la parole est à notre collègue Éliane Giraud du groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit ce soir porte sur la Corse et la réforme territoriale. Il a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat à la demande du groupe Rassemblement démocratique et social européen et plus particulièrement à votre demande, Monsieur le sénateur Nicolas Alfonsi. Le groupe socialiste et apparenté, au nom duquel j'interviens, se félicite qu'un débat consacré spécifiquement à la Corse ait lieu dans notre Assemblée et vous remercie, chers collègues, de nous donner ainsi l'occasion de débattre de la réforme territoriale en Corse, même si j'ai bien compris ce qui vous importait, c'était bien évidemment la réponse du ministre. Élue de la montagne, parlementaire de l'Isère, vice-présidente de la région Rhône-Alpes, je suis particulièrement sensible à la beauté et au charme de cette montagne posée sur la mer qu'est la Corse. Vice-présidente de la Fédération des parcs naturels régionaux, j'admire la richesse des paysages, des territoires de la Corse, et notamment ceux de ce merveilleux parc naturel régional, avec d'extraordinaires réserves naturelles, la réserve de biosphère de la vallée du Fango et la réserve marine et terrestre de Scandola, avec bien sûr de formidables réserves de biodiversité. La Corse, sentinelle avancée en Méditerranée, mérite le soutien et l'investissement de la France, en reconnaissance de ce qu'elle nous a apporté tout au long de notre histoire, mais aussi pour son importance stratégique en Méditerranée, hier, aujourd'hui et demain. La Corse nous concerne tous. Ce débat s'inscrit dans une actualité parlementaire riche sur la réforme territoriale et ses deux projets de loi. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République présenté au nom du Premier ministre, M. Manuel Valls, par la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Mme Maryse Lebranchu, et le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, M. André Vallini, que j'ai l'honneur de remplacer au Sénat depuis sa nomination au gouvernement. Et même si ma présence au Sénat est récente, je sais, Monsieur le sénateur Alfonsi, votre engagement et votre travail continu dans la vie publique. Je tiens à rendre hommage à votre conviction et à votre ouvrage défendant en même temps l'unicité de la République et la reconnaissance de la spécificité et des singularités de la Corse. Avec ce débat, en ce moment précis où notre pays engage une nécessaire réorganisation territoriale, vous montrez, Monsieur le sénateur, votre implication de responsable politique soucieux de l'avenir de la Corse en apportant votre vision pour les années à venir. Le gouvernement de Manuel Valls, comme hier celui de Jean-Marc Ayrault, est particulièrement à l'écoute de la Corse et de ses habitants. À la suite de l'adoption le 27 septembre 2013 par l'Assemblée territoriale de Corse d'une délibération comprenant plusieurs points, une proposition de modification de la Constitution, la mise en place d'une gouvernance propre à la collectivité territoriale corse, l'amélioration des procédures d'adaptation de la législation à la Corse, les modifications au statut particulier de la Corse, les ministres Manuel Valls et Maryse Lebranchu ont rencontré à Paris, le 22 novembre 2013, une délégation de 14 élus de Corse. L'objectif de cette rencontre était de les entendre et de lancer avec eux un travail en commun sur l'amélioration du fonctionnement des institutions. Le 3 février dernier, Maryse Lebranchu à Ajaccio a installé un comité de travail sur l'organisation territoriale de l'île, composé des membres du comité stratégique de la CTC et des représentants de l'État. Le 14 avril, une seconde réunion a permis d'échanger avec les membres du groupe de travail sur l'apprentissage de la langue corse, avec le soutien apporté à la création d'un établissement public territorial, les problèmes du foncier avec la création par la loi Allure d'un établissement public foncier régional qui permettra d'agir efficacement pour augmenter l'offre de logements, ou encore la création d'une taxe ou redevance au mouillage dans les réserves naturelles et parcs marins. Le 12 juin dernier, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous vous êtes rendu dans l'île de Beauté pour poursuivre le travail engagé et élaborer des solutions efficaces, respectueuses du cadre constitutionnel et conformes aux attentes de nos concitoyens corses et des élus. Ce travail, conduit en partenariat étroit avec les acteurs concernés, illustre bien la volonté du gouvernement de donner toute leur place aux élus de Corse dans l'élaboration en cours et la volonté de prendre la problématique corse à bras-le-corps.
Le statut juridique de la Corse a connu de nombreuses réflexions et d'évolutions durant ces 40 dernières années, en accroissant la montée en puissance des responsabilités locales. Avec la loi du 30 juillet 82, la Corse devient une collectivité territoriale de plein exercice. Avec la loi du 13 mars 1991, de nouvelles compétences et ressources lui sont transférées. Avec la loi du 22 juillet 2002, on amplifie le mouvement de transfert avec de nouvelles responsabilités des agents pour exercer ces missions et du patrimoine. Depuis 2002, la double priorité de faciliter le développement et de développer les infrastructures de la Corse est à l'œuvre. Et cela notamment grâce aux engagements pris au titre du programme exceptionnel d'investissement mis en œuvre par Lionel Jospin, que vous avez rappelé, c'est-à-dire 2 milliards d'euros auxquels s'ajoutent 450 millions d'euros au titre des financements européens qui ont été mobilisés. Par ces investissements importants, la vie des citoyens au quotidien a connu des améliorations nombreuses dans leurs déplacements, au niveau de la qualité et l'accès de l'eau, la gestion des traitements des déchets, les équipements publics. Comme vous l'indiquez, Monsieur le Ministre, dans votre discours prononcé le 12 juin dernier, la Corse a connu la plus forte croissance économique des régions françaises sur ces dernières années. Dans ce contexte, il est important que les efforts collectifs se poursuivent et soient soutenus par le gouvernement et le Parlement. Les réflexions de Pierre Chaumont, le travail des élus corses et les réformes institutionnelles votées par l'Assemblée de Corse s'inscrivent dans une dynamique positive en faisant apparaître de nouvelles volontés. Elles sont nombreuses. Le travail doit se poursuivre pour parvenir à conforter l'évolution de la Corse et la volonté des habitants dans le respect des valeurs de la République, sachant prendre en compte les singularités de ce territoire. Si le regroupement des régions ne concerne pas la Corse, le calendrier électoral, lui, la concerne. La première élection générale des conseillers départementaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la publication de cette loi se tiendra au mois de décembre 2015. Donnant suite au rapport préparé par la Commission des compétences législatives et réglementaires présidée par M. Pierre Chaumont, le projet de loi relatif à l'organisation territoriale de la République adopté le 18 juin en Conseil des ministres et déposé sur le bureau du Sénat reprend plusieurs de ces propositions de nature à améliorer le fonctionnement des institutions en continuant le processus déjà engagé de renforcement des responsabilités qui sont déjà reconnues à la CTC. Ce faisant, le gouvernement a fait le choix d'une réforme ciblée du statut législatif de la CTC sur la base de recommandations de l'Assemblée de Corse afin d'apporter une réponse immédiate aux attentes des acteurs locaux. Je voudrais citer parmi ces mesures la précision, facteur de simplification, que le droit commun applicable aux régions s'applique à la Corse afin qu'il ne soit plus nécessaire de mentionner spécifiquement la Corse dans les autres lois et règlements applicables aux régions, la possibilité donnée à l'Assemblée de Corse de faciliter la délégation à la commission permanente afin d'introduire plus de souplesse dans son fonctionnement et dans ses relations avec le Conseil exécutif, la possibilité de faire inscrire une question à l'ordre du jour de l'Assemblée à la demande d'un cinquième de ses membres pour plus de démocratie et de pluralisme, la modification des règles de fonctionnement du Conseil exécutif de Corse selon les préconisations du rapport de septembre 2013. Enfin, la programmation du plan exceptionnel d'investissement ayant pris du retard, il est proposé de prolonger de 2 ans la mise en œuvre de celui-ci en accord avec les partenaires locaux de la Convention cadre. Ce PEI, qui résulte d'une proposition du gouvernement aux représentants élus de la Corse, formulée à l'été 2000, a été consacré par la loi de janvier 2002 relative à la Corse. Il prévoit une programmation sur 15 ans, d'investissements publics destinés à combler les retards d'équipement dont souffrait la Corse dans plusieurs secteurs. Ces thèmes ne manqueront pas d'être abordés par les membres du comité stratégique de la Corse qui doit se tenir à la fin de la semaine, le 4 juillet, en présence de la ministre. Comme le sénateur, comme vous l'avez dit, Nicolas Alfonsi, et comme vous aimez à le répéter en reprenant les propos de Pierre Mendès France, votre seule référence, dites-vous, dans la vie publique, un responsable ne se détermine jamais dans ses décisions par les conséquences bonnes ou mauvaises qu'elles pourraient avoir pour lui, mais en fonction de l'intérêt général. Je crois que c'est ce que nous faisons et c'est ce que fait le gouvernement. C'est cette même logique qui doit toujours prévaloir dans les rapports entre la France et la Corse. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Anne-Marie Escoffier du groupe RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je n'aurai pas, je crois, le même talent que mon ami Nicolas, parce que même si j'ai quelques racines corses,
je n'ai pas les mêmes fondamentaux. Insularité, marginalité. Voilà comment j'ai entendu certains Corses me présenter la Corse à l'occasion d'un déplacement il y a près de 20 ans. Les choses ont changé depuis et l'on ne peut que s'en réjouir. La Corse est toujours aussi belle, les Corses toujours aussi hors normes. À nous de mieux les comprendre, de mieux les entendre, d'entendre ce qu'ils sont, ce que leur culture, leur histoire leur ont donné d'irremplaçable, de spécifique. Le déplacement que j'évoquais il y a quelques secondes précédait la promulgation de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et faisant de l'île une collectivité territoriale à statut particulier entrant dans le champ de l'article 72, alinéa 1er de la Constitution relatif aux collectivités territoriales à statut particulier. Depuis cette date, la Corse et les Corses ont trouvé progressivement un mode de fonctionnement spécifique tout en respectant le droit commun applicable aux régions chaque fois que n'existe pas de dérogation à ce droit. Ils ont expérimenté une large responsabilité en matière de compétences de leur collectivité, beaucoup plus large que les compétences transférées aux autres régions du continent. Ils ont vécu avec l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif un mode de fonctionnement nouveau qui a nécessité une véritable capacité d'adaptation. Un peu plus de 20 ans après cette révolution, au sens premier du mot, après cette réflexion, au sens premier du mot, et réorganisation, il n'était pas illégitime que la Corse s'interrogeât sur son fonctionnement. Elle le fait en profitant de la réflexion globale sur la réforme territoriale qui s'impose à notre pays. La Corse est, comme le reste de nos régions, de nos départements, de nos territoires, soumise aux mêmes constats, aux mêmes contraintes, le redressement de notre pays, le développement de notre économie, le travail des jeunes et des moins jeunes, le besoin absolu de sécurité. Mais toutes ces attentes, dans un contexte compliqué, il faut l'admettre, par les problématiques liées à l'insularité. Les déplacements, leurs coûts, les délais, les approvisionnements, le tourisme, le respect de l'environnement, l'agriculture, autant d'exemples qui, développés, montreraient bien la spécificité de l'île. Je voudrais ici n'aborder que deux problématiques, de la réforme territoriale d'abord et de la sécurité très rapidement ensuite. Je veux saluer la disponibilité, l'écoute du gouvernement, de celui-ci et du précédent, qui sont allés à la rencontre des élus de Corse pour entendre leurs besoins, leur apporter une réponse. Et je crois, Monsieur le Préfet, je peux en témoigner pour m'être déplacée à vos côtés il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais fort bien que ni Marie-Lise Lebranchu, ni Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, ni vous-même, Monsieur le Ministre, n'avez ménagé votre peine. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République consacre son article 13 à la Corse. Il nous reviendra, chers collègues, à l'automne, d'examiner ce texte et je n'en disconviens pas de lui apporter des améliorations comme on le fait ici régulièrement. Je veux néanmoins souligner que ce texte est le fruit de nombreux débats, de nombreuses rencontres, et notre collègue Madame Giraud les a rappelées il y a un instant, nées des propositions du rapport établi par la Commission des compétences législatives et réglementaires sur les institutions particulières de la Corse, présenté à la session de l'Assemblée de Corse de fin septembre 2013. Chacun s'était accordé alors à reconnaître la nécessité de remédier à des dysfonctionnements susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'Assemblée de Corse. À ce titre, le projet de texte prévoit 4 mesures principales qui ont été dites tout à l'heure et que je reprends très rapidement à mon compte. L'affirmation de l'applicabilité à la Corse de toutes les dispositions législatives propres aux régions, non contraires à celles spécifiques à la collectivité territoriale de Corse. C'est une mesure de simplification tout simplement dans le texte qui permet une applicabilité simplifiée sans avoir à reprendre d'autres textes ni par la loi ni par le règlement.
la possibilité, en deuxième temps, donnée à l'Assemblée de Corse de modifier la liste des compétences déléguées à sa commission permanente en cours de mandat. C'est une flexibilité opportunément reconnue aux membres de l'Assemblée qui en ont émis le vœu et qui montrait quelques embarras que l'on a connus. Le troisième point, l'organisation rendue possible du retour à l'Assemblée de Corse de l'ensemble des membres du Conseil exécutif, président y compris, en cas de démission, sous réserve qu'il s'agisse d'une démission collective ou du vote d'une motion de défiance, cette motion de défiance relevant d'un mécanisme original de responsabilité politique de l'exécutif devant l'Assemblée de Corse. Dernière mesure, dont a parlé longuement d'ailleurs mon collègue Nicolas Alfonsi, le prolongement de 2 ans du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse, programme dont il faut se féliciter, qui avait été fixé pour une durée de 15 ans. Personne ne le remettra en cause, simplement il avait été retardé, interrompu, d'où la nécessité de le prolonger, et je ne peux, avec Nicolas Alfonsi, que m'inquiéter de ce qui adviendra une fois le programme terminé à l'issue de ces 2 années. Monsieur le ministre, je sais, moi aussi, pour avoir lu votre discours, ne pas l'avoir entendu, mais l'avoir lu, votre accord de principe sur le texte qui va être proposé dans quelques mois. Je sais aussi votre volonté, s'il le fallait, d'aller plus loin pour aller vers un consensus fort et durable. Ça fait partie intégrante de votre façon d'être et de votre façon de faire, et on ne peut que le saluer. Mais il s'agit d'un consensus qui n'a pas besoin, du moins me semble-t-il, à moi, et je crois que la question vous a été posée tout à l'heure, d'une révision de la Constitution. En est-il besoin? Mais il s'agit d'un consensus respectueux de notre droit national et de notre droit européen, et ça a été dit d'ailleurs à l'occasion de quelques dispositions qui avaient été souhaitées par quelques élus corses. Un consensus encore respectueux du triple principe que nous connaissons bien, d'unité de la République, de prise en compte de sa diversité, et cela dans le cadre de sa spécificité, et pour la Corse, ça s'impose. Et troisième principe, de subsidiarité. Ce triple principe que vous connaissez bien, que nous avons choisi d'appliquer au reste du territoire, et nous l'avons fait notamment dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des territoires. Triple principe d'unité de la République, de diversité des territoires et de subsidiarité. Monsieur le ministre, un mot au-delà de cette réforme territoriale qui sera appliquée à la Corse avec, je crois, la juste mesure qu'il faut. Je voudrais ajouter un mot concernant la problématique sécuritaire, qu'elle soit déclinée tant s'agissant de l'organisation de la police et de la gendarmerie que des sapeurs-pompiers. Dans les 2 cas, il s'agit de la protection des personnes et des biens. Et je voudrais, comme vous l'avez fait à votre suite, simplement, comme vous l'avez fait lors de votre déplacement en Corse le 12 juin dernier, saluer le dévouement, la disponibilité, le courage de nos forces de sécurité qui travaillent côte à côte au risque de leur vie au quotidien et qui n'hésitent pas à s'exposer simplement pour faire leur devoir, parce que c'est leur devoir qui s'impose à eux. Comme beaucoup d'entre nous, Monsieur le ministre, je ne peux ici que former le vœu que l'engagement d'apaisement que j'ai entendu de la part de certaines factions se concrétise, qu'il se concrétise vite et en totalité, que de drames alors évités, que de tensions apaisées, que la Corse sera belle d'une harmonie retrouvée. Merci, chers collègues. La parole est à Ronan Dantec, du groupe écologiste.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le sénateur Nicolas Alfonsi et le groupe RDSE pour avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat sur l'avenir de la Corse. Vu à travers les chroniques de faits divers, la Corse apparaît généralement comme un territoire à problème, une terre de violence atavique, mais aussi un des symboles des impuissances de l'État. Je ne partage évidemment pas ce point de vue. Je considère que par bien des aspects, la Corse peut même devenir un laboratoire d'excellence pour construire de nouvelles modernités territoriales, à condition de se dégager des conservatismes et des dogmes idéologiques. La Corse mérite mieux qu'un terrain d'affrontement entre nationalisme, entre droit à l'autodétermination et républicanisme sourcilieux, affrontement sans fin qui empêche de forger des réponses réelles à des questions concrètes de difficultés de vie quotidienne. Il est dans la nature des écologistes de tourner le dos à ces exacerbations qui cachent souvent des intérêts particuliers pour s'attaquer aux enjeux réels, et dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais en décliner 3. L'enjeu environnemental, tout d'abord. Dans un bassin méditerranéen, et ça a été dit avant moi, dont le littoral a été sacrifié au tourisme de masse, la société corse, et il faut ici lui rendre hommage, a mieux préservé ses paysages que tout autre territoire, de la Sardaigne au Languedoc-Roussillon. Nous devons l'en remercier et la soutenir dans l'adoption d'un PADUC, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, ambitieux, qui devra préserver une part de cette beauté du monde, d'un patrimoine qui participe de l'enchantement collectif, ce qui signifie aussi répondre à un certain nombre d'enjeux sociaux. Nous y reviendrons. Dans le domaine environnemental toujours, je considère que la Corse peut être une des vitrines territoriales de la transition énergétique. Elle a les atouts de la révolution des énergies renouvelables, l'eau, le soleil, le vent, la biomasse. Avec par exemple le projet d'Areva, la Corse accueille déjà des expérimentations prometteuses en matière de stockage d'énergie, mais il manque encore de la volonté politique pour franchir un cap. Il faut un pilotage fin par les nouvelles technologies des réseaux intelligents de ce potentiel considérable en énergie renouvelable pour en gérer la variabilité. Il faut des investissements résolus et cohérents. Il faut ici, Monsieur le Ministre, arrêter de tergiverser, et il est de la responsabilité de l'État d'imposer à son opérateur historique de ne plus considérer la Corse comme un territoire juste bon à brûler des fioul lourds dont plus personne ne veut. Dans le domaine de la langue, la Corse est aussi en avance, puisqu'elle a réussi à mieux préserver sa langue que bien d'autres territoires en France et en Europe. La volonté de reconquête linguistique portée par l'Assemblée de Corse est donc à soutenir, tant la France, chantre dans les conférences internationales d'une diversité culturelle parfois limitée à la défense de la francophonie, est ici fragilisée dans sa crédibilité internationale par son incapacité à faire vivre sur son sol sa propre diversité linguistique. Au-delà des vieilles lunes jacobines d'une France menacée par ses propres territoires, le projet de co-officialité de la langue corse est au contraire une véritable opportunité à saisir pour nous recrédibiliser dans le monde, alors que la France, et ça a été dit avant moi, n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues minoritaires, malgré les engagements de campagne du président Hollande. Après votre visite en Corse, Monsieur le Ministre, ma question sera ici extrêmement précise. Quels sont donc, du point de vue de l'État, au-delà des postures idéologiques, les éléments de la proposition de co-officialité adoptée par l'Assemblée de Corse qui nécessiteraient d'être amendés pour permettre à l'État de soutenir cette proposition? Voilà une question simple. Troisième point, Monsieur le Ministre, le débat sur le statut de résident dont a aussi parlé Nicolas Alfonsi. Les instances locales d'Europe Écologie Les Verts en Corse ont clairement dit que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une bonne réponse à un vrai problème, celui de la difficulté des habitants de l'île à se loger du fait de la pression touristique sur le prix du logement. Nous considérons d'abord que nous devons sortir la Corse de sa spécialisation dans une mono-industrie touristique qui la déstabilise, produit des emplois précaires et peu qualifiés et entraîne une pression insoutenable sur le foncier et le littoral. Les deux facteurs se combinent pour une crise du logement engendrée par l'écart entre ce revenu moyen faible des résidents permanents et le prix de l'immobilier conditionné, lui, par des acheteurs extérieurs, souvent plus fortunés. Nous devons donc agir, et d'abord par le soutien à de nouveaux secteurs économiques. La transition énergétique en Corse, par exemple, pourrait être l'opportunité de création d'emplois durables et qualifiés, notamment dans le secteur solaire. Ensuite, il faut trouver absolument des réponses pour stopper la spéculation immobilière et garantir l'accès au logement. Les écologistes ont fait plusieurs propositions en ce sens.
étendre la loi Duflot pour encadrer les loyers dans certaines zones touristiques, plafonner le taux de résidence secondaire sont des propositions concrètes et faciles à mettre en œuvre. Monsieur le ministre, là aussi ma question sera simple. Au-delà du caractère très probablement anticonstitutionnel du statut de résident, votre gouvernement serait-il favorable à mettre en œuvre ces propositions pour faciliter l'accès des habitants de l'île à un logement à coût maîtrisé? C'est une question centrale pour l'avenir de la Corse. Un statut de résident qui se fonderait sur un droit du sang, tel que le débat actuel le laisse entrevoir, n'entre pas dans les valeurs de l'écologie politique. Si nous ne sommes pas favorables au statut tel qu'il est aujourd'hui présenté, lié à la question d'accès à la propriété, nous sommes en revanche favorables à une citoyenneté de résidence. Ce sont aussi ces questions qui sont posées par le débat corse. Approfondir l'idée d'une citoyenneté corse de résidence serait affirmer cette notion de communauté de destin, s'éloigner d'un système clientéliste qui instrumentalise le vote des propriétaires de résidences secondaires et affirmer ainsi les droits des résidents permanents, dont les étrangers résidant et travaillant en Corse. À travers ce débat aujourd'hui, il ne s'agit donc pas de se lamenter ou de craindre que des réponses corses ne détricotent la République. Il s'agit au contraire de soutenir en Corse des propositions et réponses adaptées aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, d'accompagner résolument des politiques publiques modernes au service d'un territoire qui fut parfois en avance sur son temps. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Colette Giudicelli du groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en février dernier, Madame Lebranchu, Monsieur le Ministre, elle est chargée de la décentralisation, installait à Ajaccio un groupe de travail sur la réforme institutionnelle à l'égard de la Corse. Elle parlait alors de réformer l'organisation de l'île à 3 niveaux, réglementaire, législatif et même constitutionnel. Sur ce point, elle indiquait en effet aux élus corses que la porte n'était pas fermée. En avril, lors d'une seconde réunion du groupe de travail, Madame la ministre confirmait, je cite, sa volonté d'avancer sur ce chantier de la réforme institutionnelle, allant même jusqu'à donner au nom du gouvernement un avis favorable, ce sont ses propos, à la plupart des demandes faites par l'Assemblée de Corse. Ces déclarations ont fait réagir, pour des raisons contraires, bien sûr, les partisans d'une scission nationaliste, comme les élus républicains que nous sommes. Car derrière la demande d'une place spécifique à la Corse dans la Constitution de la République, soutenue par la majorité de l'Assemblée de Corse, certains sont allés jusqu'à évoquer la co-officialité de la langue, la création d'un statut de résident ou l'autonomie de gestion en matière fiscale. Autant de pistes qui ont créé un débat parmi les élus corses de la société civile et aujourd'hui encore. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, 2 mois seulement après les déclarations de Madame Lebranchu, vous avez décidé, Monsieur le ministre, de fermer la porte à toute évolution institutionnelle en Corse. Vous l'avez justifié le 12 juin dernier, lors de votre visite sur place, en ces termes, le souci de préserver une spécificité ne doit pas s'inscrire dans une démarche de rupture. Et nous sommes d'accord avec ce que vous avez dit, et nous sommes d'accord avec vous. Personne ne peut s'offusquer que l'on rappelle le sacro-saint principe de notre République, une et indivisible, qui est d'apporter le même sens de justice, d'égalité, de liberté et de fraternité à l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, il nous semble que votre annonce ne saurait suffire. Elle ne saurait suffire car elle referme brutalement le livre du processus de réflexion et de dialogue engagé jusqu'ici par les élus corses aux côtés de la population, comme si tout allait bien. Il suffit de regarder les indicateurs économiques, sans parler des actes de violence que les médias évoquent bien assez et bien trop, pour savoir que tel n'est pas le cas malheureusement. Plus inquiétant encore, votre annonce, et nous le regrettons, crée de la désillusion qui est le terreau du ressentiment. En rayant d'un mot les discussions engagées jusqu'ici, comme si elles n'avaient eu aucun intérêt, vous décevez peut-être, malheureusement, une population corse attachée à la parole donnée. Vous reprenez cette parole et la déception est à la mesure de l'espoir suscité, espoir dont la Corse a pourtant besoin, au même titre que tous nos compatriotes. On repense alors à la mise en garde
du député Laurent Marcangel qui disait « Nous devons cesser de susciter de faux espoirs pour ne travailler que sur du possible ». Il y a donc un monde, Monsieur le ministre, entre la rupture que vous redoutez à raison et la fin de non-recevoir que vous semblez opposer et qui nous semble à tort. C'est une belle occasion manquée de montrer à la Corse, comme à toutes nos régions, que la France est capable d'évoluer, de se réinventer en restant le pays qu'elle a toujours été, riche de ses particularités régionales et de ses cultures entremêlées depuis l'Antiquité. Ironie de l'histoire, c'est justement cette Corse qu'il faut que vous entendiez, qui fut souvent la première en Europe à l'écoute de la démocratie. De sa constitution en 1755, adoptant la séparation des pouvoirs, le suffrage universel, et Monsieur le ministre, vous le savez, qui a donné le droit de vote aux femmes en 1755. Nous, il a fallu attendre 189 ans que le général de Gaulle vienne bien nous faire le même cadeau en 1944. C'était pour vous faire sourire. Et de ça aux dispositions statutaires particulières, avec la bidépartementalisation et la naissance de l'Assemblée de Corse, où l'île a toujours pris sa part dans la concertation. Comme en 2003, où sous l'impulsion du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, souhaitant déjà intégrer la reconnaissance institutionnelle de sa spécificité, la population corse a été consultée, rappelant à cette occasion que la Corse, c'est la France. Raison de plus pour l'écouter aujourd'hui. Ainsi que l'a si bien dit Camille de Rocazère, notre rôle n'est pas de freiner toute évolution qui pourrait être bénéfique à la Corse, mais bien de promouvoir une démarche qui soit utile pour l'île, dans le respect de notre appartenance et dans notre attachement à la République. Plus que jamais, nos territoires ont besoin que l'on sauvegarde leur identité, leur patrimoine et que l'on respecte la richesse de leur diversité. Plus que jamais, ils ont le droit d'exister, de transmettre leur histoire et leur culture aux jeunes générations, toujours dans la maison France, car chacun grandit auprès de l'autre. Ces territoires ont apporté à la France comme la France leur a apporté. Refuser de regarder l'histoire en face, c'est souvent refuser de se tourner vers l'avenir. Plus encore dans le cas de la Corse, puisque parallèlement, elle va subir, vous le savez, Monsieur le ministre, comme beaucoup d'autres régions, la réforme territoriale. Celle-ci pourrait même lui être fatale, parce qu'en raison de ses spécificités insulaires, la Corse ne bénéficiera pas des leviers de mutualisation dont disposeront les grandes régions. Avec la disparition programmée des départements, elle ne gardera pas non plus l'opportunité, que ce soit de ces arbitrages financiers relatifs à la péréquation qui sont si importants pour l'activité économique de l'île. À une époque où l'on supprime les départements, où l'on affaiblit les cantons ruraux, ce nouvel épisode concernant la Corse est important à double titre. Il est important pour les Corses eux-mêmes, bien sûr, pour la défense de leur héritage et de leurs particularités. Il est aussi et surtout crucial pour notre pays. La Corse dans la France est un symbole, pour moi en tout cas, celui de la préservation de notre identité millénaire, indivisible mais plurielle. Aussi, et pour que vous expliquiez plus en détail votre déclaration du 12 juin dernier encore sur cette terre de vos ancêtres, Monsieur le ministre, j'aimerais que vous nous précisiez, je vous demande si vous pouvez nous préciser, Monsieur le ministre, la position réelle du gouvernement sur la question institutionnelle de la Corse, au-delà de la réforme territoriale que vous devez nous présenter. Je vous remercie. Je voudrais remercier moi aussi Monsieur Alfonsi d'avoir pris l'initiative de ce débat et qui nous séduit parce que nous aimons tous beaucoup la Corse. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Jacques Lasserre du groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le sénateur Alfonsi et son groupe d'avoir proposé ce débat au regard des réformes territoriales qui se préparent et de l'histoire particulière de la Corse. L'intérêt semble plus qu'évident. Par ailleurs, ce débat suscite personnellement un propre intérêt pour une autre raison, son possible rapprochement à certains égards
avec un débat sur la collectivité basque qui m'est cher, tout aussi particulière, tout aussi sujette à des discussions. Ses compétences, son mode de gouvernance, les points communs entre les deux sont nombreux. Malheureusement, au Pays basque, ce débat n'en est qu'au stade d'embryon par rapport à la Corse. Il est bien difficile de lui faire prendre forme, les obstacles étant nombreux. Le gouvernement ne me contredira pas sur ce point. Dans la perspective d'une évolution future de l'organisation de nos territoires, qui reste à décider, il convient de nous concerter, d'entendre les arguments des uns et des autres, sans conservatisme primaire, sans non plus un réformisme béat. La Corse est aujourd'hui un territoire particulier de par son histoire, rattaché d'abord à la République de Gênes avant de se proclamer indépendante en 1735, et enfin rattaché à la France. L'histoire est toujours nécessaire pour rappeler qu'il existe des liens singuliers entre la République et la Corse et qui ont justifié la création d'un statut spécial. En effet, la Corse est la seule collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72, alinéa 1 de notre Constitution. Les revendications vers plus d'autonomie ou vers plus d'indépendance de l'île ont assurément contribué à cette singularité. La loi du 2 mars 82 portant statut de la région de Corse crée l'Assemblée de Corse qui dispose de larges compétences. Ce statut avant-gardiste perdra cette avance, si on peut dire, avec d'une part l'alignement sur les autres régions, sur un fonctionnement semblable à celui de la Corse, et d'autre part avec la réintégration de la Corse dans le droit commun électoral, avec l'abandon de la proportionnelle pour l'élection de l'Assemblée de Corse. Néanmoins, c'est la loi du 13 mai 91 qui crée la collectivité territoriale de Corse et qui fait de l'île une collectivité territoriale à statut particulier. C'est un modèle unique, une structure juridique et administrative sur mesure qui fut créée par cette loi. Ce n'était pourtant que la première étape, la loi du 22 janvier 2002, ceci a été rappelé, relative à la Corse, va être source de nouveautés institutionnelles, parmi lesquelles le transfert de nouvelles compétences, une partie du statut fiscal et des dispositions sur la langue corse. Aujourd'hui, le projet de loi relatif à la nouvelle organisation de la République consacre un chapitre à la Corse. Il y a, selon moi, deux enjeux majeurs. Le premier est d'assurer le développement de la Corse en tenant compte de sa culture et de son insularité. Vous l'avez compris, nous sommes, et je suis personnellement très attaché à la reconnaissance de la spécificité culturelle des territoires. Le deuxième est de garantir une certaine cohérence économique. En effet, l'esprit de la réforme est de fusionner des régions pour permettre une logique de développement économique mutuel. Je ne peux que partager cette volonté. Néanmoins, le découpage proposé peut créer des régions à deux vitesses. Et face à de grandes régions fortes économiquement, il est nécessaire que l'île dispose enfin de moyens nécessaires. Dans le projet de loi, des mesures sont proposées. L'objectif est d'améliorer le fonctionnement institutionnel de la collectivité, parmi lesquelles l'application à la Corse de toutes les dispositions législatives relatives aux régions, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles qui régissent la collectivité territoriale de Corse, ou encore la prorogation du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse. Près de 2 milliards d'euros ont été mobilisés en 10 ans pour assurer la pérennité économique de l'île, ceci a été rappelé, et ces investissements ont produit des résultats exceptionnels, une forte croissance économique de près de 2,5% par an, et qui dépasse bien entendu beaucoup d'autres régions. Je le disais, la singularité de la Corse est reconnue, doit être reconnue, cette singularité doit s'inscrire dans la loi de la République doit s'adapter aux singularités territoriales. L'Assemblée de Corse, dans une délibération de septembre 2013, a formulé des souhaits pour le futur institutionnel de l'île. L'Assemblée a demandé l'inscription de la Corse dans la Constitution, la co-officialité de la langue corse, le statut de résident. Je partage certaines analyses qui viennent d'être évoquées. Ces mesures rencontrent bien entendu des difficultés, tant au niveau du droit interne que du droit européen. Ces mesures ont une portée symbolique, elles méritent toutes d'être traitées. Les questions qui nous sont posées doivent être entendues et traitées. Première question, peut-on rendre compatibles les revendications régionalistes et les principes républicains? Les principes républicains auxquels nous sommes tous attachés. Ne craignons pas de répondre par l'affirmative. L'histoire démontre que la surdité des États aux demandes spécifiques, sous couvert de respect des principes républicains, cette surdité conforte trop souvent les revendications nationalistes dans leurs excès. Notre devoir est d'affirmer, certes, les principes républicains, mais également d'aménager la loi chaque fois
que dans ce cadre-là, chaque fois que cela est possible, dans le domaine de la langue, de la culture, du développement économique, de l'aménagement territorial, les spécificités doivent pouvoir se retrouver dans les modes de gouvernance. Deuxième question, l'attitude par rapport à la violence. Une règle, me semble-t-il, devrait être de mise, ne jamais rejeter les perspectives de dialogue, en réaffirmant les obligations républicaines, certes, mais en manifestant, dans le respect, la volonté de dialoguer. Troisième question, le débat qui va s'engager sur la réforme territoriale laissera-t-il suffisamment de place aux expressions régionalistes? Monsieur le ministre, l'égalité ne veut pas dire forcément l'uniformité. Les discours sur l'égalité sont malheureusement trop souvent simplificateurs, et ceci, parfois, afin d'éviter les questions complexes. Personne ne conteste l'égalité devant les droits fondamentaux. Et j'espère que le débat sur la réforme territoriale nous permettra de poser les questions des spécificités régionales. Les Basques, les Bretons, les Corses. Ce débat nous permettra d'être suffisamment créatifs pour traiter au cas par cas des modèles de gouvernance adaptés et responsabilisants. Nous espérons également que ce débat permettra de nous rendre les artisans de l'apaisement, d'abord par l'écoute, par le traitement de tous les dossiers préoccupants avec l'ensemble, je dis bien, l'ensemble des partenaires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dernier intervenant inscrit dans ce débat, le président Thierry Foucaud du groupe CRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre débat de ce soir, bien qu'il porte sur un point spécifique et particulier, je pense doit nous interroger sur la cohérence et la logique qui anime cette réforme territoriale dont l'examen du premier volet était prévu discussion demain après-midi. En effet, nous devions aborder demain une réorganisation territoriale de la République, mais en commençant à l'envers. À l'envers car, contrairement à toute logique, il était prévu que nous commencions par le plus délicat, le plus compliqué et le plus sensible, une nouvelle délimitation du périmètre des régions. Donc, pour reprendre l'expression de Claudie Le Breton, on ne comprend pas les critères objectifs. À la suite de ce redécoupage territorial, nous discuterons plus tard à une période indéterminée en raison du fort mécontentement que provoquent les modalités de votre réforme, Monsieur le Ministre, du contenu de ces coquilles encore vides que seront les nouvelles régions. Je veux dire par là que ce n'est qu'ultérieurement que nous serons amenés à modifier la répartition des responsabilités et des compétences entre les régions nouvellement créées et les départements. Départements qui seront vidés de leur substance et qui, à terme, courent le risque d'être rendus inutiles. Ainsi, ce soir, nous anticipons, nous débattons d'un point tout à fait particulier au sein de la réforme. Les futures compétences de la région Corse, dont la collectivité territoriale a d'ailleurs échappé aux effets d'un Big Bang, qui prétend clarifier et simplifier les relations entre chacun des acteurs de la puissance publique. Après tout, la Corse aurait pu, comme d'autres, être regroupée de façon improbable avec la région province Alpes-Côte d'Azur. Elle a sans doute échappé à ce Big Bang car, comme dans toutes les régions à forte identité, je pense à l'Alsace ou à la Bretagne, ce qui touche au rapport avec la République est sensible, du fait sans doute de la susceptibilité, je dirais, diverse, qu'il faut veiller à ne pas froisser. Dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, un volet, plus précisément l'article 13, est donc consacré à la collectivité territoriale de Corse. Cet article procède aux ajustements rendus nécessaires par le renforcement des responsabilités régionales et l'éventuelle suppression des 2 départements. Ceci, à notre avis, doit se faire dans le respect du statut actuel de la Corse et n'avoir pour seul objectif que d'améliorer le fonctionnement du dispositif existant. À cet égard, dans le cadre des discussions et des consultations qui doivent obligatoirement être effectuées préalablement à l'élaboration du projet de loi, l'Assemblée territoriale de Corse a fait part de ses remarques au gouvernement dans une délibération adoptée le 31 mars dernier.
Je ne commenterai pas le détail de ces remarques, ni ce qui en a été retenu dans l'article 13. Nous aurons l'occasion d'avoir un débat approfondi sur le sujet lorsque ce texte viendra en discussion, à l'automne peut-être. Nous dirons alors notre opposition à la suppression programmée de ces échelons de proximité que constituent les départements. En revanche, plus généralement, je voudrais faire part de l'appréciation de mon groupe sur certaines prises de position récentes qui ont alimenté le débat. Monsieur le ministre, le 13 juin dernier, lors de votre visite sur l'île, vous avez eu l'occasion de faire le point sur la poursuite des discussions sur ces sujets et surtout de vous prononcer sur quelques réformes de nature institutionnelle votées par l'Assemblée de Corse. Je voudrais dire d'emblée qu'il serait inopportun, comme le souhaitent certains, de saisir cette occasion pour faire dériver la discussion du projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République en tentant d'entamer des négociations sur un nouveau statut pour la Corse. Je répète qu'à nos yeux, il s'agit bien d'en rester à la volonté d'améliorer le fonctionnement du dispositif actuel et non d'ouvrir la voie à des évolutions institutionnelles qui sont, nous pensons, d'une autre nature. Je pense très précisément au transfert de la compétence fiscale, au statut de co-officialité de la langue corse et à la question foncière à laquelle il est répondu par un statut de résident, je dirais, d'une dangereuse ambiguïté. Autant de sujets qui soulèvent des questions qui n'entrent pas dans le cadre de la réforme territoriale qui fait l'objet de ce projet de loi. En évoquant ces questions, je ne pense pas m'éloigner du sujet qui nous occupe ce soir. Il me semble en effet que ces dernières semaines, le thème de l'évolution du statut de la Corse a de nouveau fait irruption dans le débat public sur l'île. J'en veux par exemple pour preuve la façon dont un mouvement indépendantiste en perte de vitesse, ayant depuis longtemps glissé, je dirais, vers un affairisme douteux, a tenté d'expliquer pourquoi il mettait fin à ses activités terroristes. En effet, évoquant de récents votes à l'Assemblée de Corse, le FNLLC a estimé que la majorité des élus rejoignaient sur ces thèmes ses propres sources doctrinales. Non. À l'instar du président de l'Assemblée de Corse, mon ami Dominique Buccini, j'estime que ce n'est pas par ce biais que seront traités les problèmes réels de la Corse et de sa population. Ces problèmes, ce sont entre autres le développement économique, les conditions sociales, le chômage, le foncier peut-être, mais je dirais sous un autre aspect. Au total, nous souhaitons vivement que l'ensemble de ces questions soient positivement évoquées, le moment venu, lors de la discussion du projet de loi. Nous souhaitons enfin que la prochaine rencontre sur place avec les élus de votre collègue au gouvernement, Madame Lebranchu, puisse contribuer, par le dialogue, à corriger certains aspects négatifs de la réforme. Tels sont, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le cadre de ce débat sur la Corse et la réforme territoriale, quelques appréciations dont le groupe CRC souhaitait vous faire part. Je vous remercie, Monsieur le Président Foucault. Dans la suite du débat, la parole est bien évidemment à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais à mon tour remercier le sénateur Nicolas Alfonsi pour avoir organisé ce débat qui lui tenait à cœur et qui était pour lui l'occasion d'aborder tous les sujets concernant l'avenir de l'île, non seulement les aspects institutionnels, les aspects constitutionnels qu'il a pris le soin de distinguer méticuleusement dans son propos, à juste titre, par esprit de rigueur juridique, mais également d'aborder d'autres sujets que certains d'entre vous ont évoqués dans leurs propos. Je dirais même que chacun d'entre vous a évoqué dans son propos et qui concernent les préoccupations que les Corses ont immédiatement à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer le développement de leur île et qui concernent la question du logement, la question de la spéculation et de la pression foncière, la question des investissements auxquels les territoires aspirent toujours lorsqu'il s'agit de créer les conditions
de la croissance et de l'emploi. J'ai bien, Madame la sénatrice, entendu les préoccupations qui sont les vôtres, votre propos teinté de satisfaction d'avoir vu le gouvernement procéder à des clarifications et d'insatisfaction et d'impatience parce que vous auriez souhaité que le propos pût aller plus loin. Mais la politique est un exercice itératif et les débats parlementaires sont là pour préciser des choses qui ne l'ont pas été, même si j'avais le sentiment d'en avoir déjà beaucoup dit. Mais puisque nous sommes ensemble ce soir, c'est pour moi l'occasion de répondre à toutes les interrogations et de préciser la pensée et de le faire avec la même sincérité que celle que j'ai voulu mettre dans le propos que j'ai tenu en Corse il y a de cela quelques semaines. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité en politique, si l'on ne veut pas que les choses soient abaissées, de respecter ceux auxquels on s'adresse en toutes circonstances. Et respecter ceux auxquels on s'adresse, c'est convoquer, comme le disait Nicolas Alfonsi à l'instant, l'esprit de Pierre Mendès France, l'esprit de ces grands républicains qui surent faire preuve de modernité, qui furent souvent en situation, alors que l'histoire leur était parfois hostile, de poser les fondements d'évolution pertinentes et heureuses, mais de le faire toujours avec une exigence de rigueur intellectuelle, de le faire toujours en ayant convoqué le droit lorsqu'il s'agit d'enjeux juridiques. Et convoquer le droit, ça veut dire ne pas le tordre, parce que le droit n'aime pas être tordu, comme son nom l'indique, pour atteindre des objectifs politiques, mais d'essayer de mettre le droit au service d'objectifs politiques lorsqu'on estime qu'ils sont nobles et lorsqu'il y a des désaccords, de pouvoir les exprimer. Ça veut dire aussi ne pas tout sacrifier au charme de la politique. Je ne dis pas que cela est le cas en Corse, mais je dis que c'est une prévention qu'il faut avoir en toute matière, car la politique a ses charmes auxquels il est facile de céder. Mais les charmes de la politique et la rigueur intellectuelle, ce n'est pas nécessairement le même sujet. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Enfin, il y a une nécessité aussi de faire en sorte que le discours soit le même, quels que soient les lieux. Car ce serait quand même pour moi très confortable d'aller dire à Ajaccio des choses que les Corses seraient censés avoir envie d'entendre et de dire à Paris des choses que la représentation nationale pourrait souhaiter écouter, sans me préoccuper de savoir si le discours serait le même à Paris et à Ajaccio. Moi, j'aime bien tenir le même discours partout, parce que c'est aussi une condition du respect que l'on doit aux interlocuteurs auxquels on s'adresse. Enfin, je voudrais insister sur le fait que le sujet que nous évoquons ce soir, je l'ai senti comme un élément sous-jacent de tous les discours qui ont été tenus, est un débat ancien, comme la République elle-même et comme la construction de la nation en France a pu l'être, puisque nous vivons dans un pays particulier où l'État a préexisté à la nation et où la nation s'est incarnée dans l'État. Et où il faut reconnaître que le processus historique de création de l'État et d'incarnation de la nation dans l'État s'est fait à partir d'un processus de centralisation, où l'on a vu le droit organiser les choses de telle manière que une langue s'imposait, des principes de droit convoquant souvent, pour ne pas dire toujours l'égalité, s'incarner dans des textes votés par la représentation nationale. Et la question qui nous est posée, c'est celle de la compatibilité entre la République, telle que nous l'aimons, une et indivisible, et la diversité de ces territoires, de ces cultures, de ces approches, que la République ne doit pas annihiler, que la République ne doit pas empêcher, que la République ne doit pas obérer, mais que précisément la République doit rendre possible, précisément parce que son unité, son indivisibilité est aussi la garantie qu'en son sein, chacun pourra trouver son chemin sans que le principe de l'égalité devant le droit, devant la charge publique, qui sont des principes consubstantiels à la République elle-même, ne soit remis en cause. Voilà donc le sujet qui nous est posé. Comment rendre tout cela compatible en droit et en politique? Et comment le faire dans un contexte qui laisse à la Corse toute sa chance, sans faire perdre à la République ses principes et ses atouts? Voilà le problème tel que je le vois. Je ne dis pas que c'est un problème simple, je ne dis pas non plus que c'est un problème insurmontable.
Je pense qu'il existe en toute chose en politique, dès lors qu'il y a de la bonne foi, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle, un chemin. Ce chemin est exigeant, il implique que l'on prenne le temps du dialogue et que l'on soit scrupuleusement honnête et que l'on aille au bout du cheminement ensemble. C'est ce que je souhaite pour la Corse et ce que je veux essayer de faire modestement dans la fonction de ministre de l'Intérieur qui m'a été confiée. Pour cela, il faut prendre les problèmes les uns derrière les autres, ceux qui relèvent de l'urgence, et les analyser finement, de manière à y apporter les réponses les plus pertinentes. Le premier sujet qui nous a été posé est celui du développement de l'économie et du droit pour les Corses de vivre en Corse, sur une île prospère, ayant une chance de développer sa politique du logement, sa politique de développement économique, sa politique de croissance de ses filières d'excellence, sa politique de valorisation de ses atouts agricoles. D'abord, je veux rappeler que la politique de la République n'a jamais consisté à laisser la Corse de côté, mais au contraire à tenter de l'accompagner toujours. Je ne veux pas rappeler tout ce qu'ont fait les gouvernements successifs, par-delà les sensibilités politiques, mais il y a de cela 10 ans, tout juste, le gouvernement de Lionel Jospin promettait de mettre sur le métier un programme d'investissement pour la Corse qui s'est déployé au cours des 10 dernières années, qui a conduit, Madame la sénatrice, à mettre près de 2 milliards d'euros sur le métier, dont 1,7 milliard émané de l'État, pour faire des investissements structurants qui ont permis à la Corse de connaître un taux de croissance bien supérieur à celui d'autres régions du continent. Ces taux de croissance, au cours des 10 dernières années, supérieurs à 2%, auraient pu donner envie à bien des régions qui n'ont pas bénéficié de soutien aussi significatif de la part de l'État pour accompagner le développement de leur territoire. Mais il était normal que l'État décidât de le faire, parce qu'il y a des obstacles et des handicaps consubstantiels à l'insularité que la Corse n'avait pas vocation à surmonter seule et qui conduisaient l'État à mettre en place ce programme exceptionnel d'investissement qui a contribué, parmi d'autres actions, à faire la croissance de la Corse au cours des 10 dernières années. Mais aujourd'hui, autour de ces enjeux du développement, il y a 2 questions essentielles qui se posent et qui font l'objet des réflexions de l'Assemblée territoriale de Corse et des propositions qu'elle nous adresse. Il y a 2 propositions qui concernent le développement économique, la possibilité pour les Corses de vivre en Corse en ayant accès à la propriété et au logement, ce qui est bien légitime. Et puis la question plus spécifique, mais ô combien importante aux yeux de la Corse et de ceux qui y habitent, de la possibilité de participer, de parler en Corse la langue corse. Je veux traiter de ces 3 sujets, et puis je conclurai en évoquant un ou 2 autres, en essayant de faire en sorte que sur ces 3 sujets, l'ensemble des questions de droit, de politique, de relations avec la République soient abordées sans rien occulter. Première question, la question de la propriété et de la possibilité d'avoir accès au logement. Elle revêt 2 sujets, elle recouvre 2 sujets différents, connexes et complexes. Le premier sujet est celui des fameux arrêtés Miot, qui ont doté la Corse d'un dispositif particulier jusqu'à présent en matière de droit de succession, rendu nécessaire par la difficulté pour la Corse de reconstituer ses titres de propriété, pour des raisons très anciennes, constatées au début du XIXe siècle, en 1801 très exactement, et qui, depuis 1801, n'ont pas réussi à être surmontés à la fois par des solutions de droit et par la reconstitution des titres de propriété eux-mêmes. Sur ce sujet-là, on ne peut pas dire de ce gouvernement qu'il ait été inerte, qu'il ait été sourd, qu'il ait été autiste et indifférent aux expressions et aux interrogations formulées par les élus de Corse. J'ai passé suffisamment de temps dans cette Assemblée au moment de l'adoption de la loi de finances rectificative et de la loi de finances initiale, avec beaucoup d'entre vous, comme à l'Assemblée nationale, pour que vous ne vous souveniez pas du nombre d'amendements que nous avons discutés, parfois d'ailleurs dans la réticence des membres de cette Assemblée, qui considéraient que les dispositifs que nous préconisions
pour la Corse et sur lesquels le gouvernement avait donné un avis de sagesse n'étaient pas conformes au droit constitutionnel. Malgré tout, le gouvernement a souhaité appuyer ces amendements en contribuant à leur rédaction, en écoutant les acteurs corses, en donnant un avis de sagesse, parce que nous avions parfaitement conscience que des moyens supplémentaires donnés au GIRTEC ne suffiraient pas et qu'il fallait donner le temps à la Corse de reconstituer ses titres de propriété de telle sorte à ce qu'une fiscalité de droit commun, à terme, relative au droit de succession, puisse s'appliquer. À l'époque, beaucoup de juristes appelaient notre attention, mon attention, j'étais ministre du Budget, sur les problèmes constitutionnels que tout cela risquait de poser à terme. D'autres juristes, prétextant que le droit n'était pas une science exacte, m'interpellaient en disant que l'avis généralement exprimé par des constitutionnalistes chevronnés et reconnus n'était pas nécessairement le droit et qu'il fallait tenter un autre chemin en écoutant à la fois les juristes de Lille et d'autres qui avaient pour elle de la sympathie, et le Conseil constitutionnel a tranché en indiquant quel était le droit. Moi, je ne commande pas la chose jugée, parce que l'autorité de la chose jugée existe. Je la constate, et lorsque le droit a été dit par le juge constitutionnel, il ne nous reste plus qu'une solution, c'est de tenir compte de ce considérant pour essayer d'élaborer d'autres normes qui, cette fois-ci, passent. Je veux redire ici, aux élus de Corse qui sont présents, comme à ceux qui nous écoutent, la détermination du gouvernement à trouver, en très étroite liaison avec la représentation nationale, un chemin qui ne remette pas en cause le principe d'égalité et qui permettrait à la représentation nationale d'adopter des dispositions relatives à la reconstitution des titres de propriété qui vaudraient pour la totalité du territoire national, équivalent pour la totalité du territoire national, pourrait aussi valoir pour la Corse. Voilà pour le premier sujet. Je n'ai pas le sentiment, Madame la sénatrice, en vous disant cela, de faire montre d'une quelconque fermeture d'esprit. J'ai bien le sentiment inverse d'être à la fois ouvert, souple et déterminé à trouver une solution. C'est d'ailleurs assez cohérent avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, car je ne vois pas pourquoi j'aurais passé autant de temps dans le cadre de l'élaboration des lois de finances précédentes pour trouver un chemin que subitement je fermerais après avoir lu les considérants du Conseil constitutionnel qui disent quelle est la voie de droit empruntée pour aboutir. Parce que ce qui compte lorsqu'il s'agit de politique et de droit, ce n'est pas de prendre des postures, ce n'est pas de se faire plaisir, c'est de trouver un chemin qui permette d'aboutir à une solution. Et si la solution en droit n'est pas opportune, le chemin aboutit à quoi? À une impasse. Et une impasse, c'est le contraire d'une solution en politique. Donc fermer une porte sur une impasse, ça n'est pas fermer une porte sur toutes les autres solutions qui se présentent, c'est fermer une porte sur une impasse pour ouvrir des portes opportunes sur des solutions qui en soient vraiment. Voilà pour ce qui concerne les arrêts Témio. Le deuxième sujet sur lequel j'ai été interpellé, c'est le sujet du statut de résident. La CTC a ouvert un débat en proposant, pour régler le problème de la pression qui s'exerce sur le foncier, de la spéculation qui l'accompagne et qui peut se trouver à l'origine d'un coût de sortie des logements qui soit prohibitif pour des Corses qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété et de se loger. La collectivité territoriale de Corse propose un statut de résident qui ouvrirait la possibilité d'accéder à la propriété à ceux qui, depuis longtemps, 5 ans, résideraient en Corse et se trouveraient ainsi dans la possibilité d'accéder au dispositif. Est-ce que la proposition de la collectivité territoriale de Corse mérite le mépris du gouvernement et de la collectivité et de l'Assemblée nationale et du Sénat? En aucun cas. Je n'ai jamais considéré que le problème posé était un problème qui ne se posait pas. Je n'ai jamais considéré que la question de la spéculation foncière était un mauvais problème. J'ai simplement émis, puisqu'il s'agit de dialogue, pour être dans le dialogue il faut être deux, j'ai simplement considéré qu'il était important, dès lors qu'une proposition nous était faite par l'Assemblée de Corse, d'exprimer une réponse étayée et expertisée qui permette, dans le cadre de ce dialogue respectueux, de dire aux élus de Corse
ce que nous pensions, après expertise, de la voie qui avait été empruntée. Cette proposition de la collectivité territoriale de Corse pose deux problèmes. Le premier problème, c'est celui du principe d'égalité face à la propriété, qui est un principe éminemment républicain, qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui, comme l'a souvent dit le sénateur Alfonsi avec justesse, fait partie du bloc de constitutionnalité. On dit donc qu'il faudrait changer la Constitution. Si changer la Constitution était une manière de régler le problème, pourquoi pas? Mais il s'avère que le droit européen, après que la Constitution aurait été changée, nous empêcherait de continuer à faire bénéficier la Corse du bénéfice du droit européen et des subventions qui l'accompagnent, puisque la Corse se retrouvera en contravention avec les principes du droit européen, puisque ce dispositif a été adopté dans des pays de l'Union de façon transitoire pour des pays entrant dans l'Union européenne. Or, nous sommes dans l'Union européenne depuis longtemps, et le dispositif n'aurait pas vocation à être appliqué de façon transitoire, mais de façon pérenne. Donc nous avons un problème de droit constitutionnel et nous avons un problème de droit européen. Est-ce que dire dans un débat, lorsqu'on est chargé, c'est le rôle de l'État, constitutionnellement, du contrôle de légalité, qu'une délibération pourrait ne pas être légale en raison du divorce qu'elle instaure avec des principes constitutionnels et de droit européen, est une manière de fermer les portes et de refuser le dialogue? Non, c'est une manière simplement de dire le droit quand on est en charge du contrôle de légalité. Ça s'appelle aussi la République. Est-ce que c'est une manière de dire qu'aucun chemin ne peut être emprunté pour régler ce problème? Non. La réflexion juridique peut se poursuivre. Le propre d'un débat et d'un dialogue, c'est d'accepter l'argumentation de l'autre, y compris lorsqu'elle n'est pas conforme à ce que l'on pense. C'est l'idée que je me fais du dialogue dans la République. La richesse des débats est d'autant plus grande que les points de vue sont différents et que l'on accepte d'accéder au point de vue de l'autre. C'est aussi ça, la République. Et par conséquent, je propose simplement que l'État ayant fait connaître sa position en droit sur ce sujet, nous puissions continuer de façon républicaine à dialoguer pour trouver des solutions. En existe-t-il? Oui, je le pense. La mise en place d'un établissement public foncier en Corse permettant à la puissance publique d'acquérir les emprises foncières sur lesquelles la spéculation est la plus grande pour éviter que le coût du foncier ne continue à augmenter, que la Corse continue à se trouver confrontée à l'impossibilité de réaliser des logements dans des conditions qui soient compatibles avec le revenu des Corses, me paraît être une solution possible. Je le dis pour Madame la sénatrice, qui m'invite à ouvrir des portes, après m'avoir presque reproché d'en avoir fermé brutalement. Je les ai fermées avec douceur et esprit de vérité, et j'en ouvre toutes grandes vers des solutions qui me paraissent possibles et immédiatement susceptibles d'être mises en œuvre. Ça appellera, bien entendu, de la part du gouvernement, la manifestation d'une volonté d'aller dans cette direction. Ça ne justifiera pas d'ailleurs une fin de discussion sur tous les autres sujets, y compris celui-ci dans sa dimension juridique. Mais si l'on veut agir vite pour trouver des solutions rapidement, il vaut mieux emprunter les chemins les plus courts, surtout si l'on est soucieux des solutions efficaces. Le troisième sujet est celui de la langue. J'entends beaucoup d'élus de Corse, mais pas simplement des élus, des citoyens, me dire leur tristesse de voir leur langue s'étioler et d'avoir le sentiment que cette langue qu'ils aiment, qu'ils ont raison d'aimer parce qu'elle est belle, leur crainte de voir cette langue qui ne serait plus parlée justifie de leur part l'expression d'une préoccupation. Eh bien, je trouve cette préoccupation légitime. Ce que je trouve moins légitime, ou en tous les cas ce que je trouve intéressant, ce que je trouve qu'il est intéressant de débattre, c'est le chemin que l'on nous propose d'emprunter pour atteindre le but du développement de la langue corse en Corse. La solution proposée est celle de la co-officialité de la langue corse. Que signifie la co-officialité de la langue corse? La co-officialité de la langue corse signifie, je le dis à notre ami le sénateur Dantec, qui m'invitait à apporter une réponse précise sur ce sujet, que nous ne nous arrêtons pas au bilinguisme, mais que nous posons le principe que pour accéder à l'emploi public en Corse,
il faudrait être en situation de répondre en Corse à ceux qui, parmi les Corses, décideraient de s'adresser à l'administration en Corse. Moi, je ne suis pas du tout choqué que l'on puisse, dans l'administration en Corse, répondre en Corse à des Corses qui s'adresseraient à l'administration en Corse. Ce qui me gêne, c'est que l'on fasse de la maîtrise de la langue corse, même dans ses premiers prolégomènes, une obligation pour accéder à la fonction publique en Corse. Parce que si nous décidions de faire cela, ça signifierait tout simplement que le principe d'égalité des citoyens français face à l'exercice des charges publiques, qui est un principe fondamental contenu lui aussi dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et qui est un principe auquel la fonction publique dans notre pays tient beaucoup, s'en trouverait remise en cause. Et je ne suis même pas sûr que si nous accédions à cette demande, nous serions garantis pour autant que le corse serait davantage parlé, parce que la co-officialité de la langue corse, avec les conséquences que je viens d'indiquer, ne donne aucune garantie sur le fait que l'éducation nationale, de l'école primaire jusqu'à l'université, dotera les universités et les écoles d'enseignants permettant de développer l'apprentissage de la langue corse en Corse pour que la langue soit davantage parlée. Je considère donc que cette suggestion telle qu'elle est proposée pose un problème de droit que je viens d'exprimer, mais ne remplit pas nécessairement l'office qu'elle prétend remplir, parce que vous pouvez co-officialiser toutes les langues. Si vous n'apprenez pas à ceux qui sont sur le territoire de les parler, faute d'enseignants et de moyens dans le système éducatif, vous ratez la cible. Alors moi, je ne suis pas désireux qu'on rate les cibles. Je suis désireux qu'on parle le corse en Corse. Je suis désireux qu'on développe la pratique du corse en Corse. Et je crois que les langues sont une richesse et que le français, comme le disait le sénateur Dantec, n'a pas de raison d'avoir peur du fait qu'on parle le corse en Corse, à condition que cela se fasse dans un cadre qui soit conforme aux principes de la République et qui garantisse que la cible sera atteinte par la mobilisation des moyens de l'État dans le système éducatif qui permettent de. Donc, je le redis ici au Sénat, avec la même sincérité et la même exigence de rigueur que celle que j'ai voulu mettre dans mon propos en Corse. La volonté du gouvernement n'est pas de fermer des portes, elle est d'ouvrir les bonnes qui permettent d'atteindre les bonnes solutions pour régler les problèmes auxquels la Corse est confrontée aujourd'hui et qui sont des problèmes auxquels il nous faut faire face maintenant. Parce que je voudrais conclure sur 2 points. Préconiser une réforme constitutionnelle qui impliquerait qu'on inscrive des dispositions concernant la Corse dans la Constitution dont il faudrait définir le contenu, supposerait qu'on soit en situation de réunir une majorité qualifiée au Parlement pour les faire voter. Et réunir une majorité de 3/5 au Parlement pour faire voter une réforme constitutionnelle ne dépend pas de la seule volonté de la collectivité territoriale de Corse. Et on pourra tordre le problème dans tous les sens. Ce n'est pas simplement un problème de droit, même si c'est aussi un problème de droit, parce que la majorité qualifiée elle est inscrite dans la Constitution, c'est un problème politique. Pour faire voter des dispositions constitutionnelles, il faut une majorité qualifiée au Parlement. Je ne suis pas sûr que cette majorité existe. Et comme je ne suis pas sûr que cette majorité existe, conditionner à la réunion de cette majorité la résolution des problèmes de la Corse serait hautement aléatoire, là où on nous explique que ces problèmes sont urgents. Donc si les problèmes sont urgents, traitons-les tout de suite, dans le cadre juridique existant, pour faire en sorte que les problèmes soient réglés sans tarder puisqu'ils sont urgents, et ne prenons pas le risque d'engager des discussions aléatoires visant à la mobilisation de majorités dont on ne sait pas si elles existent, pour régler à long terme des problèmes dont on me dit qu'ils relèvent de l'urgence, c'est-à-dire du court terme. Et comme il n'y a pas de long terme là où il n'y a pas de court terme, régler les problèmes à court terme de la Corse n'obère en rien la possibilité de les régler de façon plus ambitieuse encore en long terme, dès lors qu'il y aurait une possibilité d'aller plus loin dans la réflexion juridique et de faire en sorte que les conditions politiques soient réunies pour les régler. Alors je voudrais conclure sur un point. Quand les problèmes sont compliqués en droit, techniquement, politiquement, plus on est pour tenter de les régler dans la bonne foi et la sincérité d'un échange, plus on a de chances
de les régler ensemble. Pour les régler ensemble dans la bonne foi, il faut éviter de se faire des procès reposant non pas sur ce que l'on a dit, non pas sur les propos que l'on a tenus, mais sur les intentions que l'on vous prêterait, dans l'oubli des propos tenus par tous ceux qui se sont exprimés avant vous. Parce que des gens se sont exprimés en Corse avant moi, et des gens se sont exprimés avant moi à Paris sur la Corse. Ils ont tous dit quel était le cadre juridique dans lequel les choses pouvaient s'engager. Je n'ai rien dit de plus ni de moins en Corse que ce qu'avaient dit ceux qui s'étaient exprimés avant moi. Je n'ai fermé en Corse aucune porte. J'ai voulu en Corse dire quels étaient les aléas d'un chemin complexe et incertain, non pas pour altérer une volonté, non pas pour décevoir, non pas pour désespérer, non pas pour casser des enthousiasmes, mais pour mobiliser les enthousiasmes dans une direction au terme de laquelle il y ait un chemin, une lumière, une issue, une solution. Et par ailleurs, je n'ai pas non plus fermé le débat sur la question institutionnelle, y compris dans sa dimension constitutionnelle, parce que la dimension constitutionnelle, c'est plus que la dimension institutionnelle. On peut régler le débat institutionnel dans le cadre de la Constitution actuelle ou aller plus loin. J'ai simplement dit que sur ces sujets-là, ce qui importe, c'est le résultat, ce n'est pas la posture, c'est le but, ce n'est pas le fétichisme du droit ou de telle ou telle inscription normative dans tel ou tel texte, c'est de faire en sorte que la Corse trouve des solutions à ses problèmes. Et je veux ici, au Sénat, à la faveur de ce débat organisé à l'initiative de Nicolas Alfonsi, redire à travers cette Assemblée aux Corses, par-delà leur sensibilité, par-delà leurs options, par-delà leurs volontés qui sont diverses et multiples sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, qu'ils trouveront toujours dans ce gouvernement, un gouvernement ouvert, à l'écoute, attentif, désireux de trouver des solutions, désireux d'éviter des impasses, rigoureux dans l'approche qu'il fera des textes et du droit, parce que les textes et le droit ont parfois quelque chose à voir avec la politique quand on convoque la rigueur, et de le faire dans le respect de ceux qui délibèrent en nous posant des questions que j'estime justes, même si les questions, les réponses apportées ne le sont pas toujours autant que nous pourrions le souhaiter. J'espère que ce débat aura contribué à préciser les choses et j'espère que nous aurons d'autres occasions de nous revoir pour aller plus au fond des sujets, car la question de la Corse est une question qui mobilise nos assemblées depuis longtemps. C'est une question trop passionnante pour qu'elle cesse de les mobiliser demain et c'est une question trop exigeante pour qu'elle ne soit pas abordée avec toutes les exigences de la rigueur intellectuelle. Voilà, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a donc finalement conclu ce débat. Vous l'avez vu, il a été applaudi par l'ensemble des groupes du Sénat. Le ministre de l'Intérieur qui est intervenu pour tenir un discours pragmatique. Il faut tenir en compte des spécificités corses sans pour autant se faire retoquer par le Conseil constitutionnel et faire très attention donc au cadre juridique. Le ministre de l'Intérieur qui est intervenu aussi bien sur le développement économique de l'île de Beauté que sur la question du foncier corse ou encore sur la question de la préservation de la langue. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour l'audition d'Henri Proglio sur la transition énergétique. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.